Bienvenue pour ce troisième numéro de Point de vue. Point de vue, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre le temps de la réflexion. C'est aussi, finalement, avoir des éléments pour essayer de mieux pouvoir intégrer, interpréter notre sujet du jour, en l'occurrence. Celui qui va nous amener, vous allez voir, on a 40 minutes. Plus précisément, vous allez aussi avoir 40 minutes pour essayer de vous faire votre idée, votre point de vue sur la souveraineté industrielle et la puissance économique. Un enjeu assez important que l'on va pouvoir évoquer. Alors, on aura tout d'abord le mot du président d'introduction, du président du CRSI, le centre de réflexion sur la sécurité intérieure, Thibaut de Montbrial, qui est avec nous, qui est sur ce plateau. Thibaut, bienvenue. Merci, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir, bonjour, quel que soit, parce qu'on est regardé un petit peu partout dans le monde. Bonjour et bonsoir. Donc, bonjour et bonsoir. Le CRSI, qui fête ses 10 ans d'ailleurs. Qui fête ses 10 ans en ce moment, absolument. Bon, qui mieux donc que le président, celui qui, il y a 10 ans de cela, a monté ce centre de réflexion sur la sécurité intérieure, pour, non pas déflorer ce que l'on va voir avec nos deux invités, qui seront avec nous tout à l'heure, à la place de Thibaut, mais pourquoi la souveraineté industrielle serait à ce point un enjeu stratégique ? Le CRSI, quand je l'ai créé il y a 10 ans, était dédié aux questions, comme son nom l'indique, de sécurité, c'est-à-dire au sens traditionnel, police, justice, immigration. Et puis, plus on a avancé dans nos travaux, plus on s'est rendu compte à quel point il était difficile de dissocier les questions strictement liées à la sécurité des questions de souveraineté, c'est-à-dire des questions qui impliquent la capacité, l'autonomie d'un pays, la capacité d'un pays à décider, notamment, mais pas seulement, de sa sécurité. Alors le thème de ce soir, vous l'avez rappelé, c'est un débat que nous allons avoir sur les questions de souveraineté industrielle et économique, et ça nous est apparu comme un sujet absolument crucial. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde dont tous les repères ont basculé en quelques courtes années, et on pourrait presque dire en quelques mois. Un monde de règles, un monde de lois, avec des institutions internationales, etc., est de plus en plus en train de redevenir, si on prend du champ, un monde de force. Et on l'avait un peu oublié. Et dans le cadre d'un monde où les rapports de force sont à nouveau très importants, c'est un pléonasme, mais il faut être fort. Et pour être fort, il faut avoir les moyens de sa puissance. Et les moyens de la puissance dépendent avant tout de la capacité économique et de la production industrielle. Donc, c'est tout à fait essentiel à nos yeux de réfléchir sur ces questions. Il y a là un enjeu, un impératif économique. Il faut rattraper un vrai retard qui a été pris par la France et éviter un déclassement. Il y a un enjeu de puissance. Une nation sans industrie forte perd en autonomie et en influence. Et puis le dernier point, et on revient aux fondamentaux, si j'ose dire, c'est une question de sécurité nationale. Si nous ne sommes plus en capacité de produire nos munitions, puisque c'est un sujet, hélas, redevenu très à la mode, mais aussi d'une manière plus générale, les semi-conducteurs, si nous ne sommes plus en mesure d'acquérir ou plutôt de retrouver une autonomie sur les matières énergétiques, mais aussi sur les questions de santé, eh bien nous serons tout simplement à la merci d'autres compétiteurs, et évidemment, nous aurons le choix entre le mal et le pire, et l'idée, c'est de ne pas en arriver là, d'où l'importance du débat de ce soir autour de la reconstruction d'une industrie compétitive et souveraine en France. Merci pour cette introduction. Ce que j'ai bien aimé, Thibaut, dans vos propos, c'est qu'on peut sentir que dans le débat qui va arriver, il y a encore beaucoup à la fois d'espoir, de capacité, et surtout, peut-être, l'occasion est donnée plus que jamais de pouvoir rebondir. Rebondir, ça sera ce que vous devrez faire. Oui, Thibaut ? Oui, je disais que vous parliez d'espoir. Dans les travaux du CRSI, il y a des constats qui sont parfois compliqués, mais il y a toujours une espérance. L'espérance, ça sera aussi de le revoir. Et ça, ce sera pour le mot de la conclusion. Merci Thibaut. Alors, pour pouvoir traiter de cette thématique grande, souveraineté industrielle et puissance économique, on va avoir le plaisir d'avoir deux éminents spécialistes, deux personnalités qui vont me rejoindre sur ce plateau pour pouvoir m'accompagner. On aura avec nous tout d'abord Xavier Fontanet, c'est l'ancien PDG notamment d'Essilor,
Xavier, bienvenue. Merci beaucoup, très honoré de m'inviter. C'est un plaisir. Je vais faire de mon mieux. Mais alors, non seulement de votre mieux, mais en plus, on va avoir besoin de vos lumières, de votre expérience, du savoir-faire, ces 45 ans d'expertise qu'il va falloir pouvoir mettre sur la table, mais vous ne serez pas seul. Parce que, point de vue, c'est bien la capacité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir prendre, de s'imprégner des idées, de l'expérience des uns des autres. Et à vos côtés, en face de vous, eh bien, on a le plaisir d'avoir Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. Bienvenue, Olivier. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, je disais, messieurs, avant cela, pour celles et ceux qui nous regardent, parce qu'eux aussi, finalement, ils ont, comme vous, une petite trentaine de minutes maintenant pour pouvoir essayer de se faire une idée. On va avoir 3 grosses thématiques, au-delà de celle centrale. Peut-on être une puissance économique sans industrie forte ? Ça, c'est déjà la première chose que je vais leur poser comme question. Quelle politique économique pour reconstruire l'industrie ? Deuxième thématique. Et puis, on terminera avec la souveraineté industrielle à l'ère de la transition numérique et puis écologique, forcément. Il fallait bien en parler et il faut en parler. Ça en fait partie. Messieurs, on débute tout de suite avec cette première. Peut-on être une puissance économique sans industrie forte ? J'ai envie de démarrer avec vous, Xavier Fontanet. Vous avez dirigé Essilor à travers le monde. Oui. Est-ce que c'est possible ça, si on peut pas être est-ce qu'on peut être une puissance économique s'il n'y a pas cette industrie ? Alors évidemment, il y a le service et l'industrie. La grosse différence entre service et industrie, c'est que le capital est dans l'industrie, dans les usines. Le service, en général, il n'y a pas de capital. Et puis deuxièmement, les entreprises d'industrie vendent des produits qui circulent. Donc elles sont en concurrence, beaucoup plus... elles sont en concurrence. Donc, évidemment, c'est 2 caractéristiques qui distinguent beaucoup le service et l'industrie. Alors moi, j'ai passé toute ma temps dans l'industrie. J'étais d'abord, mon premier boulot après le BCG, j'étais chez Beneteau. Donc, c'est très intéressant parce que c'était une industrie légère en Vendée. Alors, on parlera beaucoup parce que la Vendée, c'est un endroit où, effectivement, extrêmement attractif et compétitif. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Et puis après, j'ai passé 25 ans chez Essilor, comme mandataire social, PDG et DG et PDG. Et donc là, c'est de l'industrie lourde parce que la rotation d'actifs dans le cas d'Essilor, il faut 2 euros de capital pour faire 1 euro de chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment dans l'industrie lourde. Et donc, grâce à ça, et alors surtout, Essilor est une des affaires du CAC 40 les plus mondiales. Je sais quand j'ai quitté Essilor, parce que quand même je suis retraité depuis 12 ans, la part du chiffre d'affaires d'Essilor en France était 6%. 6% en France. En France, et on faisait 94% à l'étranger. Alors, en fait, les emplois en France avaient continué à grimper. On n'a pas détruit de l'emploi en s'industrialisant. Au contraire, on a changé tous les ouvriers qu'il y avait dans les... Ils sont devenus ingénieurs, informaticiens. Est-ce qu'on peut dire que vous les avez fait monter en compétences ? Eh bien, évidemment. Alors ça, il faut du temps pour bien expliquer, mais sur la très longue durée, on avait 80% d'ouvriers dans les années 1970, et à la fin, il y avait 80% d'ingénieurs, de marketing, d'informaticiens, et donc cette mondialisation d'Essilor, c'est pas du tout faite aux dépens. Au contraire, les gros centres de recherche ont poussé beaucoup plus fort parce qu'ils pouvaient déployer leurs produits dans le monde entier. Et donc c'est ça qui explique évidemment que les pays qui ont beaucoup d'industrie, c'est là qu'il y a des gros pouvoirs d'achat. Et si vous faites des graphiques, j'en ai pas là, mais la prochaine fois, je vous en montrerai. Quand vous mettez PIB par tête et pourcentage si on fait un tableau comme ça. Alors vous avez en tête la Suisse et tout ça. La Suisse est à près de 30% d'emploi industriel. Et puis plus la part d'emploi industriel descend, alors ça, des graphiques valent mieux que les longs discours. Alors moi, je suis absolument convaincu qu'effectivement, l'industrie, c'est le domaine dans lequel investir, mais il faut reconnaître que depuis quelques temps, c'est pas terrible en France. Alors, même s'il y a des magnifiques boîtes. Bon, Olivier, son frère, a été directeur financier de Schneider. Oui. Bon, Schneider et Essilor, c'est des boutiques absolument prodigieuses. Il est bien positionné pour le futur, attention. On n'a pas peur du futur. On entend bien, Xavier, dans vos propos, qu'il y a bien évidemment des grosses fabriques, des grosses entreprises, des belles entreprises en France. Mais Olivier, par rapport à ce que disait là à l'instant Xavier, est-ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de compétitivité, il ne peut pas y avoir de souveraineté ?
ce sera la condition de survie de l'industrie dont on va parler après. Ouais. Je crois que c'est très important de répondre à cette question et Xavier a tout à fait raison. La première chose, c'est qu'il y a un indice. L'indice, c'est que quand on regarde, il y a une corrélation très forte entre les nations qui ont beaucoup d'emplois industriels, qui ont beaucoup d'industrie, si vous voulez, et puis les nations qui ont une puissance géopolitique. Alors, rien que ça, Par exemple, c'est quelque chose. Prenons deux cas. La première, Suisse, mettons, la Suisse. la Chine, je veux dire, les États-Unis, on peut même dire l'Allemagne, donc il y a des problèmes d'approvisionnement parce que la souveraineté, c'est aussi une forme d'indépendance énergétique, il ne faut pas oublier, mais Oui. il y a autre chose de très important et qui doit parler à la France. Si aujourd'hui nous avons un recul de la productivité en France, c'est probablement parce qu'on n'a pas assez d'industrie. Il faut rappeler, la part de l'industrie a été divisée par 2 en 30 ans dans le PIB. Aujourd'hui, on est à 10, 10% du PIB. L'Allemagne, c'est 20%. Voilà, on est juste la moitié. Il faut rappeler que si on a aujourd'hui une productivité qui baisse, c'est parce qu'on n'a pas assez d'industrie, parce que dans les services, il y a peu de gains de productivité. Alors, les gains de productivité, ils sont où? Ils sont dans l'industrie, et si on n'a pas ça, on n'a pas ces gains dont on aurait bien besoin aujourd'hui pour équilibrer un peu mieux nos comptes. Et l'autre chose à dire, c'est que contrairement aux présentations très, vous savez, Charlot, les temps modernes, l'usine, aujourd'hui, c'est là où on paye en moyenne beaucoup plus qu'ailleurs, en fait, parce que les emplois industriels sont plus du tout les emplois des temps modernes. Vous voyez, on est complètement au contraire dans des usines qui sont évidemment avec énormément de robots. Et là encore, il y a une corrélation importante quand on dit qu'il faut taxer les robots remplacer les emplois. C'est pas vrai parce que vous avez dans le monde, si vous regardez, plus vous avez de robots dans les usines, moins il y a de chômage. En réalité, c'est hyper efficace. Et d'ailleurs, je crois que l'exemple, c'est la Corée du Sud. Oui. Donc, il faut oublier l'idée d'être puissant sans industrie. Pourquoi on l'a cru? Mais on a été d'une naïveté incroyable, ou peut-être que ça correspondait à une époque. Alors, je voudrais juste qu'on mette une temporalité sur cette époque. C'était quand? C'était où? C'était quand à peu Allez. près? C'est Turuk. C'est Turuk. C'est années 80. Voilà, 80. Oui, on parle de là, après le deuxième choc pétrolier, ça vous va? Alors, fantasme absolu. Attendez. De répartition des filières où nous on allait garder, on imaginait le truc à haute valeur ajoutée, la partie à haute valeur ajoutée, la réflexion, n'est-ce pas, la conception, l'intelligence, pas nous l'avions. Il y avait un peu un mépris vis-à-vis des pays en développement qui n'aurait jamais été bon qu'à assembler. Et puis aussi parce que c'était une époque où c'était moins complexe. Les produits il y avait des produits technologiques, mais ils étaient moins complexes. Donc on disait bon, de toute façon, c'est très facile, on va donner à des fournisseurs le soin d'avoir ces industries un peu sales, n'est-ce pas, ça pollue. Nous, on va garder les services, c'est beaucoup plus noble. Et bien ça, c'était une illusion terrible qui s'est terminée dans les Est-ce qu'on peut mettre la première slide? Bien sûr. Je vais demander la slide 1. Alors, Enzo, le réalisateur, va le faire. Regardez, vous l'avez. Voilà, celui-là. Alors, celui qui vous parle, vous connaissez, je suis retraité, mais extrêmement actif, et donc je réfléchis depuis 12 ans, et je continue à avoir exactement autant de contacts que quand j'étais... Bon. Alors moi, j'ai fait, et je vais vous dire quelle est ma thèse. Ma thèse, c'est que vous parlez du pétrole. Oui, parce que là, voilà. On prend votre... Là, il est en plein écran, tout le monde le voit. Donc, vous tombez, votre courbe, la courbe 79. On dit que c'est le pétrole. Alors moi, je dis qu'en fait, le grand changement, ça a été le passage de De Gaulle-Pompidou à Giscard. Bon, Giscard, c'est 74. Voilà. Okay. Et alors, quel est le grand changement? C'est un changement intellectuel. On est passé de Rueff, Jacques Rueff, qui tenait la politique économique de Gaulle et de Pompidou. Et la grande thèse de Rueff, c'est que la sphère publique ne devait pas dépasser un tiers du PIB, mettons 30%. D'accord. Et il fallait avoir des budgets en équilibre. D'accord. C'est lui qui a lancé un plan d'assainissement, le plan Rueff. Le plan Rueff, le plan Armand-Rueff, etc., avec Pinet. Et donc, il était intransigeant sur la tenue. Et évidemment, avec Giscard, on voit très bien que les premiers endettements, ça date le premier plan Giscard. Et évidemment, Mitterrand et la gauche étaient ravis d'avoir une justification intellectuelle, puisque Keynes, c'est quoi? C'est le multiplicateur, la dépense publique, qui part aux insuffisances de l'économie. Si 1 euro de dépense fait 1 euro et quelques de PIB, et voilà. Alors et donc, bonnes gens. Tous les beaucoup d'économistes à qui on donne encore beaucoup trop le micro. Et moi, je vous conseille de demander avec ChatGPT tout ce que les gens ont raconté dans les années 80. Et je trouve que les économistes qui ont poussé le multiplicateur, je pense qu'il faut leur demander si on leur passe le micro. Je vais commencer à aller un peu loin parce que c'est tellement grave qu'il faut être sérieux. Par contre, on voit que votre courbe là sur votre graphique, elle ne fait que monter. Et oui, et aujourd'hui, alors ça, c'est un bouquin que j'ai écrit il y a 8 ans qui s'appelle Pourquoi pas nous? Évidemment, si vous continuez, ça grimpe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé évidemment une baisse, une montée de la dépense publique. Et alors, ma deuxième thèse, c'est qu'on est entré en concurrence. Et le grand Charles disait, dans un monde concurrentiel, il faut être compétitif. Et le truc à faire comprendre à tous les Français, c'est que la concurrence, c'est pas uniquement la sphère privée.
c'est aussi la sphère publique. Parce que quand vous êtes dans le service, si la sphère publique est trop chère, ça n'a pas d'importance, puisque le prix de revient de votre concurrent, il contient les mêmes problèmes. Mais si vous êtes un industriel français, avec un industriel allemand, avec une sphère publique allemande beaucoup plus basse, dans nos prix de revient, on intègre les coûts sociaux et on intègre tous les coûts de la sphère publique. Ils rentrent dans les prix de revient. La France, on a une sphère publique à 58, l'entreprise contrôle 42. 58% du coût est contribué par le social et par le public. Donc l'entrepreneur en France aujourd'hui, bon, alors si encore la sphère publique était très compétitive, à ce moment-là, on dirait... On aurait un effet de compensation. On dirait qu'il y a plus de sphère publique, mais c'est tellement compétitif que vous vous débrouillez. Mais commencez à discuter un peu partout. Dès que vous voyagez, on se rend bien compte que la sphère publique n'est plus compétitive. Je prends un exemple. Vous devriez interviewer Jacques Delarosière. Hein. Si vous voulez, vous savez combien il y a de fonctionnaires en France ? 5,7 millions. Alors moi, j'adore les chiffres. Hein. Pour 65 millions d'habitants. En Allemagne, il y a combien ? 4,6 millions. Pour 85 millions. Quand vous faites le ratio, il y en a 2,2 millions. Combien coûte un... Alors, les fonctionnaires sont géniaux, il y a des gens exceptionnels. Hein. C'est pas contre eux. Oui, j'entends bien, on comprend bien le propos. Hein, combien coûte un fonctionnaire, charges comprises ? 70 000 euros. Donc, 2,2 millions par 70 000 euros, c'est 155 milliards. Voilà. Hein. Donc, on a un surcoût. Et alors, j'ai lancé l'idée du jockey obèse, puisque vous avez l'entreprise qui est le cheval et l'État qui est le jockey. Alors généralement, pour que les deux fonctionnent, le cheval et le jockey, il faut que le jockey ne soit pas obèse. Alors, sinon, le cheval va aller moins vite. Au contraire, on doit même lui rajouter parce qu'il est trop léger en général. Et alors, je ne vais pas en rajouter trop parce que mon ami Babo parle, mais on va vous montrer à quel point un jockey obèse freine l'économie. Les Français ne s'en rendent pas compte. Alors moi, j'aime bien les chiffres, mais Emmanuel, commentez, puis après, je reprendrai la discussion en vous montrant des chiffres. Alors moi, je ne suis pas du tout économiste, hein, mais j'adore les chiffres. Et j'aime bien regarder les faits. Vous aimez les chiffres. Est-ce que vous aimez les chiffres, mais est-ce que vous aimez aussi les horloges ? Parce que moi, je suis maître du temps et l'horloge tourne, elle passe. Et donc, il faut aussi que l'on puisse avancer. Mais juste avant de conclure cette première partie, pour basculer sur ce que dit Xavier, ce qu'il nous a montré, c'est assez intéressant, si ce n'est pertinent, parce que quel est votre regard par rapport à ça ? 79, il a expliqué. Et ça ne fait que monter. Ce parallèle avec l'Allemagne, on l'a toujours fait, on a toujours eu ce lien en disant les Allemands, ils vont comme ci, ils font comme ça. Bon, vous, président de l'Institut Sapiens, comment, Olivier, vous percevez ça ? Il y a une vérité toute simple, en fait. Depuis très longtemps, on vit au-dessus de nos moyens. Et il y a deux façons de vivre au-dessus de nos moyens. Et prenez un ménage, tiens, il vit au-dessus de ses moyens, il dépense beaucoup plus qu'il ne gagne. Il a deux façons. Il commence à faire des prêts à la consommation. Et puis après, il emprunte pour rembourser les prêts. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est exactement l'État français. Il y a autre chose, c'est que tu vends peu à peu tes bibelots. Et ça, on le fait. La position extérieure nette de la France est déficitaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il y a plus d'étrangers qui possèdent des choses en France que le contraire. Donc ça se voit moins, c'est à bas bruit, si vous voulez, c'est quand vous vendez des trucs, mais les choses qui appartiennent à des étrangers en France, du coup, il va en exiger des paiements, etc. Donc ça a un effet sur la balance des paiements courants. Eh bien, ces deux choses, ces deux façons pour un ménage de mener grand train au-dessus de son niveau de vie, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. On arrive peut-être d'ailleurs au point de rupture, au point où il n'est plus possible parce que nous sommes à deux doigts de rentrer dans une spirale très rapide qui pourrait nous faire perdre la confiance de ceux qui nous prêtent, qui ne nous prêtent qu'à condition que Bercy soit capable d'aller prendre les impôts correspondants aux charges de la dette. Voilà, c'est-à-dire le ministère de l'économie. Et là, le risque, et vous vous rendez compte, on est quand même passé au-dessus de pays qui sont encore en dessous de l'Italie, mais enfin on est passé au-dessus de l'Espagne, je crois brièvement au-dessus de la Grèce dans les taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est le prix du risque. Le prix du temps, mais c'est aussi le prix du risque. Ça veut dire qu'il commence à y avoir un doute là-dessus, sur notre capacité. Jusque-là, pour Bercy, donc les ministères des Impôts, sont réputés pour être très très forts pour aller chercher l'impôt. C'est la seule raison pour laquelle la signature de la France est encore aujourd'hui très bonne. Il faut que les gens sachent, il n'y a rien de tel, il n'y a pas le budget, en fait, même s'il est présenté, enfin il est toujours à l'équilibre, mais la dette, c'est des impôts futurs. C'est uniquement ça. Et c'est ça qui est en train de se passer et qui est en train de... Donc là, on
s'éloigne. a basculé. Non, 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 on va c'est y venir. important à dire. Alors, on va y venir. C'est important à et dire. je Non, mais d'ailleurs, on réagis. bascule sur la deuxième thématique. En fait, c'est quelle Oui. politique économique pour reconstruire l'industrie? Alors, C'est ça, en c'est fait, on est évidemment dessus. lié. Alors, attendez, je vous le... Alors, montrez-moi la deuxième slide. Alors, Enzo, on va Je vais mettre la deuxième à la slide. fois vous donner les pistes de politique économique, parce qu'évidemment, Et là. les patrons, on est des gens très concrets, et en fait, on a tous notre idée, et surtout, on a vu le monde entier. On a vu des réformes. Moi, j'ai vu les réformes canadiennes, les réformes néo-zélandaises, les réformes allemandes. Et on n'était pas acteurs, mais on connaissait moi, je connais tous les grands boss, Hartz, tout ça. Regardez ce petit graphique, c'est le PIB par tête dans les années 73 et ce qu'il est devenu en 2023. Et alors vous voyez que la France, donc, n'était pas géniale, mais vraiment en dessous. Un pays comme la Suisse, qui était un peu au-dessus de nous, vous voyez 5,3 contre 5, ils sont aujourd'hui à 90 contre 42. C'est presque 2 fois et demi. Alors, vous vous rendez compte de la différence de vitesse. Et quand vous calculez le taux de croissance, alors je suis complètement idiot, je fais un taux de croissance hors inflation. La France, elle est en dessous de 1, elle est à 0,8. Et la croissance, par exemple, de la Suisse, c'est 2,5% par an. Alors, quand vous faites ça à 50 ans, ça fait du chemin. Et regardez Singapour. Je ne parle pas de Singapour, qui était 3 fois plus petit que nous, qui est 2 fois plus élevé. Bon, passez la slide suivante. Évidemment, si vous allez voir le poids du jockey, ce que fait le jockey. Alors, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est les croissances. Le point que vous voyez, c'est les taux de croissance des pays. Et en abscisse, vous avez la part des dépenses publiques. OK. Alors, vous voyez... Croissance moyenne. Je pense Attendez, que c'est alors, vous voyez important, que, évidemment, l'effet de les dépenses publiques sur la croissance est absolument effrayant. Et donc, en fait, quand vous montez la dépense publique, contrairement à ce qu'ont dit tous les Keynésiens, vous freinez le pays. Alors, d'auquun vous diraient, Alors, excusez-moi, bah je vais me oui. faire l'avocat du diable, Xavier. Bah oui, toujours. D'aucuns vous Ça, diraient. c'est le français, ça, oui. Non, Allez-y, je vous écoute. oui. d'aucuns vous diraient, ok, mais Singapour a forcément pu avancer puisqu'il partait entre guillemets d'un Oui, peu mais plus là, loin. maintenant, il est à 3 fois notre PIB par tête. Eh, mais hein, je- et il je vous continue pose- à croître à toute Je vitesse. pose hein. volontairement Oui, cette question alors voilà, un non, peu, mais- un alors peu. moi, je connais bien Singapour parce que le siège des Silor, on l'avait collé à Singapour, ce qui m'a permis de rencontrer Lee Kuan Yew à plusieurs reprises. On faisait les lunettes de Lee Kuan Yew. Donc ça me permettait. Et alors, je peux vous dire que le truc, il va continuer à croître. hein. Et je ne sais pas si la dernière slide, mais on a passé les 3 slides. hein. Non, il y a celle-ci, Alors, là. regardez visuellement. Moi, j'aime bien visuellement. Là, je n'ai fait que remettre l'effet du jockey. Vous voyez le jockey obèse. Ouais, oui, tout à Vous avez fait. vu les différences de croissance? Alors, vous savez le PIB par tête à Genève, le SMIC à Genève? Oh, autour de 4005 ou 5 000 euros. Ben, c'est ça et vous pensez quoi d'un SMIC à 5 000 euros? Écoutez, moi je m'en vais. Michael, le gérant, le Bon, président. et quand Olivier commençait à mentionner les gens qui commencent à vendre un peu tout, qui vivent mal. Donc vous voyez qu'on a fait croire, il y a 50 ans, qu'en ayant un État qui dépense plus, qui devient protecteur, etc., on allait enrichir les gens et on les ruine. Donc la politique, elle est très simple. Il faut faire maigrir le jockey. hein. Donc la première l'État. politique, il faut faire maigrir l'État. Alors, les gens il faut tout à fait qu'on s'y mette. Les fonctionnaires sont des gens remarquables. hein. Ils sont tout à fait capables de faire. Il faut faire des régimes jockeys comme l'ont fait le Canada. hein. Je pense que c'est ça. Et puis alors, je lancerai la piste. Moi, je pense qu'il faut passer au concept d'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les États n'ont plus la puissance. Moi, j'ai vécu même des PME comme Beneteau il y a 30 ans. On avait déjà mondialisé la boîte. On avait déjà des usines aux US. Et Silor avait des usines, on a délocalisé, nous, il y a 20 ans déjà. Et la puissance, elle est venue de là. Et donc, on a vu. Et alors, qu'est-ce que vous voyez dans tous les pays? C'est que vous avez des régions extraordinaires avec de l'industrie, des R&D, des centres de recherche, des sous-traitants. Et vous avez des tas de pôles. Vous avez ça en France avec la Vendée. hein. Bon, et vous avez des pôles. Et évidemment, qu'est-ce qui sont ces pôles? Les boîtes sont compétitives, mais le pôle est attractif. Donc le vrai sujet, c'est dès que l'État est maigre, avec une bonne éducation, d'un seul coup, vous devenez attractif. Donc vous rendez compétitifs les boîtes qui sont sur votre sol et vous attirez les meilleurs du monde. Et donc il faut, à mon avis, lancer l'idée de l'attractivité. L'attractivité, Oui. Olivier, résumé, présenté de cette manière-là, avec les graphiques que vous avez pu voir également avec nous, ça paraît d'une évidence absolue. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est enfermé dans une sorte de nœud coulant fiscal. Moi, j'ai envie de parler de l'attractivité, elle est liée à la compétitivité. C'est-à-dire qu'on viendra si cet endroit est compétitif. Pourquoi, et c'est là, c'est un autre handicap du jockey. Pourquoi on a un problème pour avoir des industries chez nous? Bon, évidemment, c'est un problème, on pourrait dire, de coût du travail. Industrie étrangère, notamment. Un petit peu, mais plus tant que ça. On a un peu réglé. Mais il y a d'autres choses. Il y a par exemple quelque chose de complètement dingue, les impôts de production. Alors, regardez, au moment où Trump
est en train de faire des barrières tarifaires en disant comme ça, moi je vais. Il parle même de supprimer l'impôt sur le revenu et de C'est vrai, diviser. il a dit. Et il n'a pas encore fait. Non. Et de passer Bah, s'il l'impôt. fait tout ce qu'il dit, Et de passer l'impôt sur les sociétés à 15%. Nous, on est à quoi? On est à discuter pour des boîtes comme LVMH à l'augmenter à autour de 40 ou 41% si je ne me trompe pas. Mais les impôts de production, c'est pire encore, puisque ce sont les impôts qui vont porter avant prise en compte sur le chiffre d'affaires. Donc plus vous produisez, quelles que soient vos marges, sur le chiffre d'affaires. Et en fait, il faut, pour que les gens se rendent bien compte, c'est une barrière tarifaire à l'envers. C'est quoi? Ça veut dire que ça impacte nos produits, mais ça n'impacte pas les produits extérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont importer, c'est pour ça que la TVA est un mécanisme formidable, parce que la TVA va toucher tous les produits, y compris les produits importés. Donc, un des trucs à régler, c'est ça. Alors, quand on dit, oui, vous savez qu'on voulait supprimer les impôts de production, Emmanuel Macron avait commencé. Mais tout de suite, les collectivités locales disent, mais on ne sait plus comment se financer, mon Dieu. Donc, on voit bien qu'on est enfermé dans cette idée que le jockey ayant besoin de manger, n'est-ce pas, il a très très faim, on ne peut pas arriver à couper les vies. Ça veut dire qu'il faut d'abord une réforme très profonde de la fiscalité locale, qui soit plus intelligente, peut-être mettre les régions, les départements en concurrence pour pouvoir attirer, pour faire des un pôle d'attractivité, c'est ce que disait Xavier. Après, d'autres problèmes essentiels qu'on connaît, le fameux NIMBY, Not in my backyard. Personne n'a envie d'avoir les usines, exactement comme personne n'a envie d'avoir les déchets, les productions, les déchets nucléaires, etc. Et donc la complexité administrative rajoutée à ça, ça fait qu'il est tellement plus compliqué qu'il y a une liste malheureusement longue comme le bras de gens étrangers qui se sont dit tiens, je vais peut-être faire un data center, je vais faire une usine, et puis au bout d'un moment découragés, ils vont finir par la faire ailleurs. Alors, ça, c'est vraiment terrible. Alors, j'aimerais, messieurs, que l'on fasse pour que ça soit encore plus pratique. Alors, je n'ai pas fait exprès, je porte des lunettes, ok? Xavier, par rapport bien Xavier, ça, ce que vous êtes en train de dire tous les deux, Olivier, ces lunettes, on part du principe que, avec les sealers, on va les produire en France. On est d'accord? Qu'est-ce que le prix de lunettes comme ça, qu'est-ce que à peu près? Alors, je veux bien une émission complète pour discuter des lunettes. Donc ça, c'est une lettre, vous n'êtes pas progressif. Non. Hein, donc ça, c'est une lettre, on va dire. Je suis progressif, mais dans mon esprit. C'est moins technologique. Alors faites attention parce que vous avez un âge, vous êtes sûr d'être bien corrigé? Alors, attendez, on peut discuter ça, des lunettes, mais effectivement, pour les faire en France, non, mais ça, pour les faire, ça. Non, mais en gros, ce que je voudrais, les verres, les deux verres. Oui, à peu près. Donc, c'est des lunettes qui vont être à 400 € en moyenne. Olivier, elles sont produites en France, 400 €. Aujourd'hui, cette paire-là de lunettes, par rapport à ce que vous nous avez dit, ce que je voudrais qu'on puisse comprendre, c'est quoi? C'est la moitié, c'est les 3/4 finalement du coût, ce que vous disiez tout à l'heure, le coût de production en fait en France. C'est ça, ça. Aujourd'hui, si on le produit chez nous, notre manque de souveraineté industrielle, d'attractivité, va faire qu'en fait, petit à petit, on va partir. On aura intérêt à produire là où il y a le plus de valeur ajoutée ailleurs. Oui. Alors, le truc est très compliqué parce qu'il faut que je vous explique ce qu'a fait Essilor. Qu'est-ce qui fait qu'Essilor a gardé beaucoup de valeur ajoutée? C'est qu'on a fait comme les Suisses, c'est qu'on a inventé les progressifs. Parce que le verre que vous avez, il raccourcit votre durée de vie. Ouais. Si vous avez un bon verre progressif, vous savez ce que verre-là, il est pas... Ça, il raccourcit ma durée de vie. M'inquiétez là. Excusez-moi, on fait une petite parenthèse. Comment ça, il raccourcit? Si ce verre n'est pas parfaitement bon, non, j'entends. Votre cerveau va commencer à travailler trop pour corriger une image qui n'est pas parfaite. Et moi, je pense qu'il faut que vous alliez vite vers des progressifs, qui sont des verres de beaucoup plus grande valeur ajoutée, qui vont être faits exactement à votre œil. Et ça, c'est des verres qui sont faits sur place parce qu'il faut être près de l'opticien. Bon, et donc, c'est comme un Victorinox. Je prends rendez-vous avec mon ophtalmo. Vous allez acheter un truc plus cher, qui va durer plus longtemps, qui va améliorer parce que vous avez un bien meilleur journaliste intervieweur, parce que vous y verrez très clair, vous voyez. Et donc, la politique d'Essilor, ça a été de monter. On a fait comme les Suisses. On a monté la qualité des produits, à la fois dans les verres de myope et les verres d'hypermétrope. Et c'est ça qui fait qu'on a gardé de l'industrie, parce que les grosses usines qui font les progressifs, elles sont ici. On a besoin d'être près de l'opticien, vous voyez. Donc, on a une partie des usines délocalisées, des verres finis, ça s'est fait à l'étranger, ceux-là, parce que c'est des verres qu'on peut faire en très grande série. Par contre, le gros du chiffre d'affaires est fait à l'unité, parce qu'on a fait monter, comme les Suisses, la valeur ajoutée des produits. Et ça, mondialement, on est écrasant. On les usines dans le monde entier. Et puis, Trump a fait son truc, mais pour Essilor, on est déjà aux États-Unis, donc c'est tout ce qui. J'avais pris cet exemple, c'est pour que ce soit très concret, mais c'est parfait. Ce que souligne très bien Xavier, et ce qu'on redécouvre beaucoup plus avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, c'est que
il faut avoir la propriété des technologies qui Absolument. vont permettre de faire des choses Eh de oui. plus en plus pointues. Bien sûr. Et plus vous êtes dans le pointu, plus vous êtes dans le haut de gamme et plus vous avez de la valeur ajoutée Bien que vous sûr. pouvez prendre. Et donc, quand vous avez la possession des brevets, éventuellement, vous pouvez permettre à Alors- quelqu'un de l'utiliser. Mais à ce moment-là, vous en c'est- prenez les royalties. C'est le principe même de la souveraineté. Exactement. Alors, et surtout, il ne faut pas avoir à l'acheter à quelqu'un parce que vous payez le prix qu'il accepte de vous payer. Emmanuel dit un truc fondamental. Olivier, Olivier, c'est mon frère. Olivier, Il c'est confond. frère. Oui, j'étais. On se ressemble beaucoup, hein. Emmanuel étant son frère, bien évidemment. C'est pour ça. Si vous voulez, les verts progressifs, on a tellement fait, nos R&D ont tellement fait progresser les verts progressifs qu'on a été obligé de rentrer dans les machines-outils. Et on a acheté les machines-outils allemands et suisses qui faisaient des usinages submicroniques. Parce que nos chercheurs français avaient amélioré les progressifs à condition qu'on usine sous le micron, à 50 nanomètres. Je sais pas si vous voyez. Et donc, on a été racheter les fabricants suisses et on est devenu la plus grosse boîte de machines-outils de France, largement. Et ça, c'est très important parce que c'est exactement, et la montée de valeur ajoutée, ces verres compliqués nous ont amenés à grossir. Et toute la fortune et les capilles des Silor, elle s'explique en grande partie par ça, vous voyez. Et c'est ça l'industrie. Mais pour ça, il faut des investissements. Et pour avoir des investissements, il faut avoir des marges suffisantes. Il faut que l'État t'en laisse un petit peu. C'est pour ça, messieurs, que je voulais avec cet exemple-là, Oui. qu'on puisse bien comprendre que si le prix de fabrication a un coût quasiment moitié / trois quarts, eh bien, quelque part, les investissements, et ce que vous dites, Xavier, aujourd'hui, ce n'est quasiment plus possible d'aller acheter ce que vous avez pu faire à l'époque. Non, actuellement, je parle. Ah, attendez, attendez. Après, il faut comprendre qu'il y a les États et les sociétés. Les sociétés complètement mondiales, on a en main notre stratégie, si vous voulez. Hein. Il faut plutôt que les États nous attirent pour aller chez eux, parce que des entreprises, des très grosses, mais je parle peut-être pour Schneider, Jean-Pascal n'est pas là, mais on a maintenant, Tricoire, oui. On a maintenant nos visions complètement mondiales. Donc maintenant, ce qui compte, c'est que les pays soient attractifs pour pouvoir mettre nos R&D. Le vrai sujet, c'est où est-ce qu'on va mettre les nouvelles R&D, vous voyez. Ce que l'État souvent ne comprend pas. Par exemple, Total, là où ils font vraiment de la valeur ajoutée, c'est dans les pays de production. Oui, et c'est surtout et pas en France. En France, ils perdent de l'argent parce que le raffinement et la distribution, c'est un business qui ne gagne pas d'argent. Il faut attirer les centres de recherche pour pouvoir, oui, je comprends le R&D. Voilà. Toute l'éducation. Et les Français sont très doués. Moi, j'étais étudiant à MIT. Bon, on avait beaucoup de Français. On était tout le temps premiers dans tous les trucs. Donc, on a des Français partout dans le monde. On n'a pas du tout à avoir peur de notre capacité intellectuelle. On bourre les GAFA, c'est rempli de Français. Bien sûr. Hein, mais les types, ils ont quitté. Il y en a beaucoup qui quittent le pays, quoi. Alors, donc, il faut les ramener. Ce qui nous amène sur notre dernière thématique. Malheureusement, le temps passe vite, mais c'est tellement passionnant. La souveraineté industrielle à l'ère de la transition numérique et écologique, puisque là, ça y est, en fait, vous faites le lien, la passerelle, messieurs. La transition numérique, vous en avez déjà parlé, l'intelligence artificielle, les GAFA, vous venez, Xavier, de le citer à l'instant même. Comment cette souveraineté industrielle à cette ère numérique et écologique peut se faire ? La première chose, c'est que c'est une opportunité parce que les nouvelles industries sont plus petites et ont besoin d'être plus proches des marchés. C'est des industries qui vont d'ailleurs beaucoup plus robotiser, évidemment. Et là, on peut se dire, dans ces nouvelles industries, plutôt que d'imaginer délocaliser des usines qui sont à l'extérieur, qui ont un coût qui n'arrivera pas, en revanche, l'idée que les nouvelles se montent chez nous. Et je trouve toujours que dans les médias, on parle beaucoup trop des usines qui ferment et pas assez de celles qui n'ouvrent pas. Parce que le vrai problème, c'est celles qui n'ouvrent pas. Malheureusement, elles font moins de bruit que celles qui ferment. Celles qui ferment, à la limite, des vieilles usines de trucs qui sont plus du tout compétitifs. Laissons les canards boiteux. Je veux dire, il faut arrêter de mettre des millions dans des trucs qui n'ont aucun intérêt, voire des milliards. Au contraire, il faut que des nouvelles viennent. Et le deuxième truc qui est fondamental et très compliqué, c'est évidemment la transition écologique. Parce que nous, on est les seuls à peu près à être décidés à faire des efforts importants pour, disons, décarboner. Après, il y a aussi la diversité environnementale, mais disons, en grande partie décarboner. Comment on fait quand on est les seuls à faire ces efforts qui, évidemment, sont d'abord des coûts, des investissements énormes, et qui ne se retrouvent pas toujours dans des différences de produits que le consommateur va discriminer ou avoir envie de discriminer. Vous allez avoir deux produits, l'un va coûter beaucoup plus cher, mais il est moins élevé en CO2. Comment arriver à persuader le consommateur de le prendre ? C'est là qu'une idée de taxe carbone, c'est là que, malheureusement, on n'est plus dans l'ère du libre-échange, on est dans l'ère où il y a des retours, évidemment, de barrières douanières, mais il faut probablement réfléchir à des barrières non tarifaires qui impliquent les conditions de production sociale et environnementale. Dans quelle mesure ? Au niveau écologique. Comment y arriver ? Écologique, exactement, en disant, il n'y a pas de raison que nous,
qui avons des boulets aux pieds écologiques énormes, qui nous imposons des investissements énormes pour arriver à capter le carbone, c'est forcément une rentabilité qui est moindre. Comment on va se retrouver en concurrence avec des gens qui produisent à coût de centrales à charbon? Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui a lieu aujourd'hui, je vous signale, avec les magnifiques panneaux solaires que nous achetons en Chine, qui sont produits au charbon. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. C'est une hérésie. Essayer de voir l'intégralité toujours du cycle de production, énergie de production comprise. Et donc si on mettait, moi je suis pour la concurrence, mais la concurrence loyale, la concurrence à égalité. Donc probablement, on a une force en Europe, c'est qu'on a un gros marché avec des gens à fort pouvoir d'achat encore. On a 500 millions de personnes, donc c'est un très beau marché. Et donc on a une force de rétorsion et de capacité si on arrive à s'entendre face à l'étranger, peut-être pour les obliger aussi à changer, à évoluer. Xavier, par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord à ce que tu viens de dire et je vais rien rajouter. Donc, je vais prendre un point de vue d'industriel. Moi, je suis fanat d'EDF. De EDF. EDF a été une boîte qui a été complètement dézinguée. Elle a été dézinguée par la gauche, il faut appeler le chat à chat, puisque la gauche, aussi bien Jospin que... À partir de quand? c'est Jospin qui a arrêté la donc première... milieu des années 90, quoi. Ah oui, 80 plutôt que ça. Non. Ouais. Il a arrêté donc les centrales, les surgénérateurs, ce qui était une boulette monumentale. Et Martine Aubry a acheté les écologistes en promettant qu'on cassait le nucléaire. Alors, il faut savoir que EDF est une boutique qui, au pic de sa valeur, dans les années 87, capitalisait 145 milliards d'euros sur la... Elle devrait être aujourd'hui à entre 500 et 700 si on ne l'avait pas cassée. La gauche a cassé EDF, c'est un véritable scandale. Je crois par contre qu'EDF peut reprendre les choses. Alors si vous voulez, pour décarboner, la solution est très simple, c'est la fée électricité. La fée électricité aujourd'hui a à peu près 28% de part de marché de l'énergie. Si on monte la fée énergie à 65%, à ce moment-là, on pourra atteindre en 2050 le carbone zéro pour la France. Ça veut dire qu'il faut énormément lancer EDF là-dessus. Et alors moi j'ai beaucoup étudié parce que j'ai eu des émissions à BFM, je fais jouer sur des jeux de stratégie. Et j'ai inventé un jeu de stratégie qui est un jeu dans lequel on fait lutter donc EDF, Shell, les pétroliers, les électriciens et les mineurs. Bon. Et sur tous les business de l'énergie, les centrales énergétiques, les nouvelles énergies, la distribution. Et alors le truc qui est extraordinaire, c'est qu'EDF a le potentiel, à mon avis, de monter à des capis de 1000 milliards, 2000 milliards, à horizon 50, si vraiment on lâche les baskets d'EDF. Parce que qu'est-ce qu'on fait EDF? On casse les investissements et on change les prix. Et EDF est très lourd en capital. Je ne sais pas si vous savez les capitaux d'EDF, bon, je vais vous les donner. C'est en gros 350 milliards de capitaux pour un chiffre d'affaires que je vous donne de 150 milliards. Donc EDF, il faut 2,5 de capital pour un chiffre d'affaires. Évidemment, il faut raisonner en rentabilité parce que les marges sont forcément très élevées. Une marge de 20%, ça vous donne une rentabilité de 7. Donc quand on voit 5, 20, le ministre gueule, mais ils ne se rendent pas compte que c'est lourd en capital et qu'ils ont besoin de 20 pour faire une rentabilité de 7, ce qui est normal. Alors déjà, il y a toute la pédagogie à faire. Et alors les gagnants, si vous voulez, ont réussi dans mon jeu de stratégie à faire monter EDF à des valeurs énormes. Et alors les jeunes ont lancé une idée phénoménale. Donc c'est pas moi, c'est les gens qui ont gagné le jeu de stratégie. Donc c'est des jeunes, il y a des X, il y a des mines, il y a des trucs comme ça. Ils ont dit, M. Fontanet, nous on est écolo, on va suggérer au gouvernement de remettre EDF en bourse, lui lâcher les baskets, lui demander d'être leader européen. Nous on investit dans EDF et l'action montera tellement que nos retraites seront assurées. Donc je vais les faire venir à la télé pour dire ça. C'est pas moi qui invente ça, c'est des jeunes qui ont gagné le jeu de stratégie, à qui j'ai donné la possibilité d'être patron d'EDF contre des intelligences artificielles. Ils ont joué des centaines de parties et à la fin ils m'ont dit, M. Fontanet, on va demander, on lâche les baskets d'EDF, on les laisse mettre les prix qu'ils veulent, on lui demande de devenir leader européen et on se crée une boîte française entre 2000 et 2000 milliards à horizon 2050 qui verra nos retraites. Investissez pas. C'est marrant, c'est là. Donc c'est mon point de vue. Et je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier. C'est tout à fait complémentaire. J'ai une dernière question, messieurs, et il faut vraiment là pour le coup qu'on soit le plus concis possible. Doit-on adopter un protectionnisme écologique pour éviter les concurrences déloyales? Exemple que vous venez de donner avec EDF, j'y reviens juste après avec vous, Olivier. Oui, s'il est intelligent. C'est-à-dire qu'il
Il faut faire attention, par exemple, à un protectionnisme écologique qui ne prendrait pas en compte le fait que notre électricité chez nous est décarbonée. Et que, par exemple, le fait de l'isolation qu'on a décidé massive est une bêtise absolue. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a plutôt une énergie qui est assez décarbonée. Et on aurait beaucoup mieux fait d'utiliser cet argent à investir dans de développement justement des productions énergétiques. Ça aurait été plus intelligent. Mais il y a malheureusement parfois des choix politiques qui ne sont pas dans ce sens-là. Donc oui, il faudrait quelque chose, mais avec des règles intelligentes et en faisant attention à ce que malheureusement nos industries dont les filières sont internationales, quand vous faites des règles écologiques, ça veut dire que toutes leurs filières vont être impactées et donc ils vont probablement acheter plus cher. Et il y a toujours un petit problème un peu compliqué en politique à négocier, mais ça c'est nos amis politiques qui vont devoir traiter ça, c'est que c'est inflationniste. Ça veut dire en fait le protectionnisme ou l'écologie ou la taxe carbone, c'est-à-dire l'idée que tu vas intégrer le carbone dans le prix. On n'a jamais trouvé mieux que le prix. Si tu intègres le carbone dans le prix, les gens vont agir en fonction du carbone. Et le petit problème, c'est que ça produit deux choses, ça produit de l'inflation et probablement une diversité de produits qui est moins grande. Et ça, politiquement, il faut arriver à le faire accepter, c'est pas simple. Mais ça permet néanmoins de se retrouver. Et c'est pour ça que je termine avec vous, Xavier. Oui. C'est que ça permet, par rapport à votre exemple de... Je reprends votre phrase. Lâcher les baskets d'EDF, très bien. On est un champion du monde. Mais... Laissez-nous faire. Mais par rapport à... Pompidou, laissez faire les Français, ils sont géniaux. Les équipes d'EDF sont sublimes. Elles ont résisté à 15 ans de... Mais il faudra bien, par contre, sur l'aspect écologique, il faudra néanmoins... Il faut la symétrie, si vous voulez. Il faut apprendre le principe de symétrie. Moi, je pense la symétrie. Oui, de la symétrie. Mais par exemple, je connais les Chinois, il faut dire, on est d'accord qu'ils les vendent, mais il faut que nos fabricants français achètent les batteries au même prix que les Chinois. Sinon fermé. Vous voyez, il faut de la symétrie, mais il faut aussi des trucs de business. Parce que je suis sûr que si on dit aux Chinois, écoutez, BYD on le laisse, mais on exige que Peugeot achète ses batteries au même prix, là, je veux dire que là, on rentre dans les discussions marrantes, vous voyez. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier. Ne soyons pas naïfs. Soyons pas naïfs, et je suis d'accord avec ce qu'a dit. Il connaît mieux le sujet que moi, d'ailleurs. Ne soyons pas naïfs, certains aussi que notre jockey pourra arriver en tête au bout de la ligne droite de Longchamp. Juste vous dire qu'en octobre 2010, parce qu'il a été réédité 8 fois traduit en anglais et en chinois, Xavier Fontanet avait écrit ce livre, peut-être prémonitoire déjà, Si on faisait confiance aux entrepreneurs, l'entreprise française et la mondialisation, c'était aux éditions Les Belles Lettres. Non mais je repensais à ça parce qu'en préparant cette émission, et notamment pas plus tard que dimanche, je vais me plonger dedans et je me suis dit mais c'était en 2010, c'est-à-dire il y a 15 ans, eh bien, finalement, vous aviez déjà. Merci beaucoup, messieurs. Il n'y a pas 15 ans, mais il y a 10 ans de ça, monsieur Thibault de Montbrial crée le CRSI. Et il y a de cela maintenant un peu plus de 44 minutes, il était avec nous. 44 minutes plus tard, le voici de retour. Il nous a fait l'introduction, il va devoir nous faire la conclusion. Ça a été riche, ça a été passionnant, c'était passionné. Thibault, votre regard, l'oreille que vous avez pu poser, entendre, écouter. Merci Jérôme. Je voudrais remercier vraiment Xavier Fontanet et Olivier Babot pour la richesse de cet échange passionné, comme vous l'avez dit, et formidablement mené aussi, il faut le rappeler. Ce que j'en retiens, c'est le sujet vraiment qui a été abordé à la fin. Tout le reste permettait d'y arriver, mais c'est l'enjeu crucial, vraiment crucial, dans les prochaines années, mais presque dans les prochains mois, du tournant de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et les outils numériques, d'une manière générale, c'est vraiment le nerf de la guerre, dans tous les sens du mot guerre d'ailleurs, y compris au sens premier du terme, pour les années à venir. Et nous ne pouvons pas, la France et l'Europe, ne peuvent pas se permettre de le rater, car si nous le ratons, nous serons dépendants de ceux qui l'auront réussi, où qu'ils se trouvent. Ça peut être les Américains, mais ça peut aussi être d'autres puissances mondiales. Et ça nous ramène, et il y a été fait allusion au cours du débat, à la question énergétique. Pourquoi ? Parce que, on le dit, mais il faut le redire, il faut le répéter, ce tournant de l'intelligence artificielle va demander énormément d'énergie. D'ailleurs, l'un des atouts de la France, et le président de la République l'a rappelé hier, c'est que nous sommes un pays où il y a, malgré beaucoup d'errances, d'ailleurs, y compris de ce même président de la République, nous avons quand même un parc nucléaire qui nous permet d'avoir des capacités qui sont uniques en la matière. Donc on a là, ça nous renvoie à une double exigence de souveraineté, industrielle bien sûr, mais aussi en termes énergétiques. Et je finis par là, mais mécaniquement,
ça pose aussi la question de notre fragilité. Laquelle? Celle de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes plombés par des décennies d'errance en matière comptable, avec une idéologie sur la comptabilité publique et l'importance qui est donnée au tout État, qui atteint aujourd'hui ses limites. Mais le problème, quand on entend les responsables politiques s'exprimer, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'ils se rendent compte à quel point c'est grave. Parce que si demain, nous étions frappés de plein fouet par le mur de la dette, parce qu'un événement, quel qu'il soit, et ça peut tout à fait être un événement qui se passe en dehors d'Europe, Oui, type Covid. des Covid, guerre en Asie, etc., qui fait monter les taux. Le coût insupportable de la dette ne pourra plus être supporté. Et à ce moment-là, il y aura une perte, une forme d'effondrement économique de notre pays, avec des conséquences très pratiques au quotidien pour les Français, mais au-delà de ces conséquences et de leur cortège sécuritaire qui ne manquera pas de suivre. Mais au-delà, pour rester sur le sujet du jour, nous perdrions instantanément dans la course à cette compétitivité pour les capacités du numérique de l'avenir qui sont absolument vitales, nous perdrions des longueurs que nous ne pourrons jamais rattraper. Donc, moi, ce que ce débat m'a inspiré, c'est que les choses sont liées et que quand on dit qu'il faut ressortir notre pays de l'ornière où il est malheureusement sur un certain nombre de points, ça implique aussi de prendre conscience qu'il y a des sujets qui sont moins spectaculaires au quotidien pour les Français, mais ils sont tout aussi cruciaux pour l'avenir de notre pays. C'est pour ça que vraiment ce débat sur la souveraineté énergétique était tout à fait essentiel à nos yeux, puisque nous ne sommes pas très éloignés, en fin de compte, des questions de sécurité, et que la réflexion qu'on peut mener aujourd'hui, les décisions qu'il va falloir prendre très vite, le fait que le budget de l'État soit remis d'équerre le plus vite possible, y compris avec des choix qui, si vous me permettez, cette simplicité de vocabulaire, vont piquer un peu. Il vaut mieux que ça pique un peu maintenant, plutôt que si ça pique beaucoup plus tard. Et nous devons, aux générations à venir, de ne pas rater cette transition numérique et industrielle, même si ces préoccupations immédiates peuvent apparaître ailleurs. Et donc, il faut être pédagogue. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi grâce à vous et à cette émission au CRSI. Merci beaucoup pour cette conclusion qui me fait penser à cette phrase et ce petit parallèle avec le sport. On dit souvent dans le domaine du sport que en match, on joue comme on s'entraîne. C'est-à-dire que si on s'entraîne bien, si ça pique un peu, comme vous venez de le dire, si on est capable de faire les efforts, forcément, ça sera plus simple aussi. Après, merci beaucoup au CRSI d'avoir été à notre compagnie partenaire aux côtés d'Agora Manager Group et de un de ces 5 médias, à News Sécurité, pour ce 3e numéro de Point de Vue. Point de Vue, j'espère que vous aurez pu vous en faire un, alimenter celui peut-être que vous aviez. En tous les cas, ça a été un plaisir. Merci encore Thibaut Desmontbrial. Rendez-vous, n'hésitez pas à aller visiter le site du CRSI. Vous y trouverez beaucoup d'informations passionnantes, des réflexions également. Et puis sur le site d'Agora, vous trouverez les dernières informations, actualités qui concernent l'ensemble du groupe. D'ici là, on va espérer que le jockey va maigrir un peu. On va espérer être toujours dans la course pour pouvoir remporter. On disait, quand j'étais petit, le tiercé. Maintenant, ça s'appelle même le quintet. On va déjà essayer de rentrer dans les 5 et y rester. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Point de Vue avec le CRSI Agora Manager Group. À bientôt.